premier intervenant, Laurent Berger, qui n'a pas besoin d'être présenté, secrétaire général de la CFDT. Votre mission, c'est de défendre les salariés, c'est de défendre les enjeux, la justice sociale, et vous avez pris à bras-le-corps la question de la transition énergétique. Nous en discutions juste avant de sortir sur scène sur comment la CFDT a vraiment décidé de faire de la transition écologique, énergétique une opportunité pour justement refaire plus de justice sociale dans la ville. Est-ce que c'est encore plus pertinent? Laurent Berger, prenez votre temps, la parole est à vous. Merci. Bon, on parle avec le masque, c'est mieux. Ouais. Là, on vous entend très bien. D'accord, bah c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Pourquoi une organisation syndicale? Parce qu'il y a un peu ça sous-jacent dans votre question, se préoccupe des questions environnementales. Mais parce que les salariés, les travailleurs, ils sont des citoyens et ils sont impactés par la situation climatique, par l'environnement, comme n'importe quel citoyen. Et en plus, il faut toujours savoir que c'est toujours les salariés les plus fragiles ou les citoyens les plus fragiles qui sont le plus exposés. La CFDT le dit depuis longtemps. On avait, dans les années 70, fait un petit livre qui s'appelait « Les dégâts du progrès », qui montrait très bien que dans un certain nombre de sites industriels, souvent les travailleurs, les ouvriers habitaient à côté, subissaient la pollution au travail, en dehors, etc. Moi je crois que... Moi, j'ai deux ou trois convictions que j'ai envie de partager. La première, c'est qu'il y a une aspiration à la transition écologique. La question écologique, il y a une enquête qui sort aujourd'hui d'une association qui s'appelle Destin commun, qui montre que, quelles que soient les catégories, d'une certaine manière, il y a une prise de conscience de ce besoin de s'inscrire délibérément dans la transition écologique. Mais on sait que ça ne se fera pas sans rupture. On sait que ça ne se fera pas sans rupture. Et donc la première conviction, c'est si on n'embarque pas la question sociale dès le départ des actions qu'on mènera sur la transition écologique, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que ça suscitera de l'inquiétude, ça suscitera des bouleversements, des transitions à faire vivre. Et on l'a vu, comme le disait Jérôme Fourquet, sur la question des gilets jaunes avec la taxe sur les carburants. Mais au-delà de ça, si, dès le départ, non pas en considérant qu'il faudra traiter les conséquences de cette transition écologique sur la question sociale, mais en disant on veut s'inscrire délibérément dans cette transition écologique, eh bien, il faut regarder quelles conséquences ça va avoir. Et parmi les premières conséquences, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire cohabiter cette ambition de transition écologique avec 10 millions de pauvres dans notre pays. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, on ne peut pas prendre cette réalité de la pauvreté qui progresse comme une fatalité, comme si on pouvait rien faire. Ça, c'est la première conviction d'embarquer le social, notamment dans le champ qui est plus le mien pour le coup, parce que sur la question du travail, il va y avoir besoin de beaucoup d'accompagnement sur ces transitions. Je crois que vous avez parlé de l'industrie durant ces 2 jours. Eh bien, évidemment, s'il y a une évolution des mobilités, il y aura des conséquences sur un certain nombre d'industries et on ne peut pas considérer qu'il y aura juste quelques pertes sociales qu'il faudra gérer. Ça, c'est la première conviction. La deuxième, c'est que ça ne se passera pas sans délibération. Ça ne se passera pas sans partager et confronter des points de vue différents, des intérêts divergents. Non pas avec des espèces de vérités assénées, mais pour regarder la complexité de cette transition écologique. C'est complexe. Si c'était simple, peut-être qu'on l'aurait fait plus tôt, mais c'est extrêmement complexe, ça mérite d'entendre des intérêts contradictoires. Et donc la question de la démocratique, de la délibération sur cette transition écologique, elle est déterminante, y compris parce que, comme l'illustre cette table ronde où les intervenants depuis hier, tout un tas de réalités, d'intérêts, ce n'est pas un gros mot, se confrontent dans cette transition écologique. Et donc, pour au minimum partager des objectifs, et encore une fois, les objectifs, ils ne peuvent plus être petits bras maintenant sur cette question-là. Il faut qu'ils soient radicaux. Et donc, il faut confronter. Troisième conviction, c'est qu'il faut conjuguer les grandes politiques européennes, nationales, on pourrait rêver mondiales, mais ce n'est pas malheureusement le vent de l'histoire en ce moment, mais au niveau européen au moins, il faut conjuguer de grandes politiques, c'est le Green Deal,
c'est l'inscription dans une économie beaucoup moins carbonée à l'avenir, c'est la transition pour les travailleurs avec des grandes politiques européennes et nationales, avec l'échelon territorial. C'est-à-dire que la question environnementale aujourd'hui, ça ne se résumera pas à chacun fait ses petits gestes dans son coin, mais ils sont nécessaires, mais il faut les faire, il faut agir là-dessus, comme ça ne se résumera pas simplement à des politiques globales. C'est la conjugaison de ces deux dimensions qui pourront permettre d'avancer. Et puis si on veut s'inscrire dans la question sociale, comme je l'ai dit dès le départ, si on veut inscrire la question sociale dès le départ des politiques de transition écologique, ça nécessite que ce soit avec les acteurs territoriaux, locaux. Et à ce titre, les collectivités territoriales ont un rôle déterminant. Elles ont un rôle déterminant si elles savent associer dans les choix à faire la société civile, les citoyens évidemment, mais aussi la société civile, les associations, les organisations syndicales, les organisations économiques, etc. Et donc, je crois, moi, que l'échelle d'une région, mais à l'échelle d'une commune, on l'a bien vu avec le maire en question, il faut à la fois s'inscrire dans les objectifs et être en capacité d'avoir des réalisations concrètes pour montrer que c'est possible. Parce que la grande question, y compris avec la crise sanitaire que nous traversons, c'est est-ce que la transition écologique est vécue comme une obligation ou est-ce qu'on peut la transformer en horizon désirable, entre guillemets. Alors, transformer en horizon désirable, ce n'est pas dire que tout va se passer merveilleusement, qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais si c'est vécu seulement comme une forme de contrainte, je crois qu'on n'a pas de possibilité d'y arriver. Et chacun sait que c'est plus on se rapproche des réalisations concrètes et plus on se rapproche de ce que certains appellent le terrain, mais en fait qui est juste la vie quotidienne de chacun d'entre nous, plus on a de chances de faire adhérer à cette ambition de transition écologique que dans les grands choix nationaux qui sont toujours beaucoup plus éloignés. Et donc, il y a un objectif à la fois de réalisation concrète, de délibération et de prise en compte des réalités au plus près de chaque citoyen et citoyenne et chaque travailleur. Merci. Et je finirai juste sur un point. Oui. Les entreprises, mais ce n'est pas moi qui vais en parler, ont un rôle fondamental aussi là-dedans pour à la fois accompagner les salariés quand le modèle productif va évoluer vers davantage de sobriété écologique, mais également pour accompagner les territoires parce qu'elles en sont partie prenante. Merci, Monsieur Berger. On peut le remercier pour son intervention et l'applaudir. Je rappelle aussi que vous êtes, depuis 2019, représentant de la Confédération européenne des syndicats, à la tête de cette confédération. Donc, vous faites bien aussi de rappeler le cadre européen, global aussi, mais européen, national, pour agir avec les collectivités territoriales. Vous avez mentionné les 10 millions de pauvres que nous allons avoir de ce pays. J'aimerais ouvrir cette séquence sur comment est-ce que aussi ces fractures sociales, cette pauvreté, on lutte contre elles aussi à travers la transition écologique, à travers la lutte contre le changement climatique ou l'adaptation. Je vais me tourner directement vers Annick Berthier. Vous êtes vice-présidente d'Emmaüs France. Je n'ai pas besoin de parler de cohésion sociale, lutte contre la pauvreté à vous, parce que c'est votre cœur de métier, ainsi que celui de Jean-Louis Durand-Drouin du Secours populaire à votre droite. Mais quels sont les enjeux aujourd'hui dans une ville, par exemple, pour lutter contre ces deux types de fractures? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour à tous. Je suis Annick Berthier, vice-présidente d'Emmaüs France. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Emmaüs France, qui est une fédération et qui fédère presque 300 groupes en France. Je vais vous parler du travail de ces groupes et qu'est-ce que les groupes Emmaüs font pour essayer d'atténuer les effets de la pauvreté en France. Alors, notre rôle, le rôle au sein des territoires, c'est-à-dire en cohésion avec les villes, voire les coms d'agglo, parce que maintenant les compétences sont un petit peu mélangées. Notre objectif, c'est d'essayer de faire que les gens vivent mieux le plus possible, et notre rêve, ça serait que les gens arrivent à bien vivre. À Emmaüs, on met en place depuis 71 ans maintenant
L'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel, au niveau juridique, c'est on accueille tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur, quel que soit le passé, quel que soit, etc. Chez Emmaüs, l'accueil inconditionnel, c'est pas seulement héberger et donner à manger. L'accueil inconditionnel, c'est faire en sorte que les gens accueillis aient accès à leurs droits et aient accès à un parcours d'insertion qui leur permet par la suite d'intégrer la vie normale, c'est-à-dire d'avoir un emploi. Je dois vous dire qu'on accueille jusqu'à ces dernières années les communautés Emmaüs. Alors les communautés, c'est des endroits, vie communautaire, où les compagnons vivent, ils sont accueillis, ils sont hébergés, ils sont nourris et ils vivent de leur travail. De plus en plus, on accueille des familles dans les communautés Emmaüs, ce qui pose d'autres problèmes de gestion et de mettre en place un autre mode de fonctionnement des communautés, parce que bien entendu, quand on accueille des enfants, on met en place tout ce qu'il faut pour que les enfants aient une scolarité régulière et une scolarité accompagnée. Mais c'est vrai que ça pose de plus en plus de problèmes, dans la mesure où on a de plus en plus de familles à la rue qui viennent frapper à la porte des communautés. Je pense que le rôle d'une ville et de son CCAS est de travailler en accord et en lien avec les associations pour accueillir les personnes qui arrivent sur son territoire, et en particulier les personnes en difficulté, en vérifiant que tous les domaines sont pourvus. Le logement digne et accessible à tous, l'accompagnement des plus faibles vers l'accès à leurs droits. Alors je cite quelques droits, le droit à la santé, le droit tout ce qui concerne l'administratif, l'accomplissement de leurs démarches, et aussi que les personnes accueillies aient le droit à la domiciliation. La domiciliation, c'est pour que les gens puissent recevoir leur courrier et traiter leurs problèmes à la suite des envois qui leur sont faits. Avoir une domiciliation, c'est en quelque part être reconnu comme existant sur le territoire. Je pense aussi que les villes peuvent encourager des alternatives comme zéro chômeur, comme territoire zéro chômeur de longue durée. Bon, on a appris hier que le gouvernement avait pris une décision dans ce sens, c'est-à-dire d'augmenter le nombre possible de ce qu'on appelle TZCLD, territoire zéro chômeur de longue durée. C'est quelque chose qui permet un retour progressif au travail pour ceux qui en sont loin, et puis la reconnaissance de la valeur de tous. À Emmaüs, on a l'habitude de dire que personne n'est inemployable. Le rôle des associations et leur maillage est primordial. Et l'expérience qu'on vient de vivre avec le Covid, parce que vous pensez bien qu'en termes de solidarité et d'aide aux besoins les plus primitifs, c'est-à-dire l'alimentation, a été beaucoup plus important pendant cette période du Covid. On a des groupes, et pas seulement dans la région parisienne, puisqu'on est sur tout le territoire, on a des groupes en province qui n'avaient jamais fait de distribution alimentaire et qui se sont mis à faire de la distribution alimentaire et qui continuent. Ce n'est pas très bon signe en ce qui concerne l'état social du territoire. Alors, bien entendu, le rôle des associations est très important. J'ai un cousin là, le Secours populaire, parce que bien entendu, Emmaüs ne travaille pas tout seul. On n'est pas les seuls à faire de l'aide aux plus démunis et on n'est pas les seuls à faire de la solidarité. Pour ceux qui connaissent Emmaüs dans la région parisienne, vous connaissez sûrement la Fondation d'Abbé Pierre, qui travaille pour le logement et surtout qui travaille
pour un logement digne pour tout le monde. Je cite aussi Emmaüs Solidarité. Alors, il y a des chiffres, je ne voudrais pas faire d'erreur. Emmaüs Solidarité, c'est dans la région parisienne. Elle accueille ou héberge chaque jour 5000 personnes au titre de 106 services ou activités qui travaillent sur l'accès aux droits ou à l'insertion. Je cite aussi Aïda dans les Hauts-de-France, qui travaille exclusivement sur l'accès aux droits, et en particulier l'accès aux droits des personnes venant d'autres pays, c'est-à-dire des personnes sans papier, en situation administrative non conforme. Je pense aussi à Emmaüs Connect sur l'ensemble du territoire français, qui fournissent des accès à Internet, c'est-à-dire que les gens de la rue peuvent aller se connecter dans les locaux d'Emmaüs Connect avec des formations, avec la distribution de téléphones qui permettent aux gens de la rue d'être en contact avec la vie, tout simplement, puisque la vie maintenant, sans téléphone ou sans ordinateur, c'est un petit peu difficile. Ce groupe a donné énormément de matériel pendant le Covid, soit à des écoliers, soit à des gens qui n'avaient pas accès à l'informatique. On a des groupes Emmaüs qui travaillent avec le 115. Je vous donne comme exemple la communauté de Montauban, c'est bien au sud. Elle accueille dans le cadre 115 100 personnes actuellement, c'était avant-hier, 100 personnes chaque nuit et 70 personnes journellement à l'accueil de jour. Ça, c'est qu'un exemple. C'est un exemple parce que je le connais bien, je les ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Alors, le volet écologique, pour nous, l'écologie et le social, ça ne va pas l'un sans l'autre, dans la mesure où l'économie sociale et solidaire permet à des gens de retrouver du travail, de se former et de retrouver du travail par la suite. Ça permet à des gens de retrouver des compétences, non seulement déjà de retrouver le sens du travail, de se lever le matin, d'avoir des horaires réguliers, et ça leur permet d'avoir une qualification dans les domaines de l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'Emmaüs, quand l'abbé Pierre a commencé à travailler et à créer Emmaüs, c'était le recyclage, le ramassage de déchets de tout genre, le recyclage et la revente. C'est comme ça qu'Emmaüs a commencé. Emmaüs continue, mais vous voyez qu'on a développé bien d'autres choses que dans d'autres domaines. Alors, en lien avec les villes, voilà ce qu'Emmaüs développe, des exemples. Le tri et le recyclage, voire la création de recycleries. L'écologie urbaine, je vous cite l'exemple du groupe Espace, qui est dans votre région, dans la région parisienne, qui a signé des conventions de partenariat avec de nombreuses communes et qui s'est vu attribuer la délégation d'entretien des espaces verts et la gestion écologique des espaces verts. À cela, on ajoute le maraîchage urbain, les compostages, la fourniture de matériel pour composter chez soi. Et tout ça, ça fait l'objet de chantiers d'insertion. Donc pour nous, c'est écologie et sociale ensemble. On est partenaire du Tour de France en ce moment. Je ne pédale pas parce que je devais venir ici, donc je n'ai pas pu faire le tour. Mais le Tour de France est partenaire avec nous et encourage les personnes qui ont des vélos dans les caves ou dans les greniers ou dans les granges de nous les donner. On a énormément de groupes qui font de la réparation de vélos et qui les donnent ou les vendent à des prix sans concurrence. Vous savez que parfois, un vélo, ça permet de trouver du boulot, d'aller au travail. Voilà. Et puis, autre chose qui concerne aussi, qui est en lien avec l'écologie, Emmaüs a créé plusieurs fermes bio. Alors, on a une ferme bio qui a été créée dans la vallée de la Roya avec des gens en situation administrative pas très en règle, mais des gens qui étaient en règle. On a aussi 2 fermes qui fonctionnent
et 3 qui fonctionnent, puisque j'ai appris ce matin que la 3e allait démarrer, 3 qui fonctionnent et 4 qui sont en instance d'installation. Ce sont des fermes qui accueillent des prisonniers en fin de peine, en accord bien entendu avec les services pénitentiaires, qui accueillent des prisonniers en fin de peine pour aider à leur réinsertion. Et si à la fin si au moment de la levée d'écrou, ils n'ont pas de solution, ils restent à la ferme jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver un boulot à l'extérieur, un logement, enfin tout ce qui permet de reprendre une vie à peu près normale. Voilà. Merci, on peut applaudir Madame Berthier. Je vais me tourner vers votre cousin, effectivement, parce que vous avez dit la solidarité n'est pas juste l'action d'Emmaüs France, d'ailleurs l'activité de toutes les organisations représentées sur ce panel, mais Jean-Louis Durand-Drouin, le Secours populaire, nous le connaissons tous, et vous êtes aussi en charge d'un réseau, enfin vous faites partie du réseau européen d'action sociale, parce que je sais que vous voulez parler aussi un petit peu de l'action à l'échelle européenne. La parole est à vous et je vais vous rappeler, si on peut garder à 7-8 minutes maximum, je vous couperai parce que j'ai pas envie de frustrer les uns et les autres et je sais qu'on a Mohamed Younous derrière qui par contre ne va pas patienter. Donc merci Monsieur Durand-Drouin et à vous tous. Ouais. Merci, puis bonjour à tous. On m'entend avec ce masque-là. Bon, écoutez, la question d'actualité pour nous, association de solidarité, c'est comment on va lier la lutte contre la pauvreté, la précarité, au nom de la solidarité. Comment on va la lier, l'articuler avec une lutte pour un environnement, pour un climat digne de nos sociétés et convenable pour tous les hommes sur cette planète. Alors, le Secours populaire, vous connaissez, c'est une association qui a 75 ans dans sa forme actuelle, 80 000 bénévoles. Nous recevons au niveau national plus de 3 millions de personnes. En 2018, nous avons aidé 1 810 000 personnes en matière alimentaire. Donc, ça montre que ça reste un besoin important dans nos sociétés dites modernes. Et pour nous, l'aide alimentaire est aussi une porte d'entrée pour toutes les autres formes de solidarité. Alors, le Secours populaire, comme l'a rappelé mon ami d'Emmaüs, c'est aussi l'accueil inconditionnel, hein, quelle que soit la personne, d'où qu'elle vienne, quoi qu'elle pense, c'est l'accueil inconditionnel. C'est aussi la nécessité de considérer que les personnes accueillies peuvent aussi être des acteurs de la solidarité. Donc on appelle ça la mise en mouvement. La mise en mouvement de tous ceux qui viennent nous trouver, ça fait plus de solidarité et pour l'estime de soi, pour la dignité, c'est fondamental. Donc ça, c'est le secours populaire. Alors, la ville solidaire, moi j'ai trouvé que c'est une très belle formule. La ville solidaire, c'est un bel objectif. Nous, on parlera plutôt de solidarité avec des femmes, des enfants, des personnes, des personnes en situation de difficulté à divers titres. Voilà, la solidarité, elle s'applique aux hommes, elle s'applique aux femmes, elle s'applique aux enfants, aux jeunes, aux travailleurs migrants, réfugiés. C'est sans limite. Mais la ville solidaire, c'est aussi la constat que c'est dans nos villes que sont concentrées les inégalités, c'est dans nos villes que la pauvreté et la précarité, puisque la majorité aujourd'hui de nos concitoyens y vivent, c'est dans les villes que la question se pose. Alors, la question de l'environnement par rapport à la pauvreté, hein, ça se décline facilement, vous le savez. On peut commencer par l'habitat, logement insalubre, logement mal isolé, logement loin des commodités, loin du travail, loin des centres-villes. Ça peut être aussi la question des transports. Hein. La plupart des personnes que nous accueillons, nous les interrogeons. Hein. Nous avons reçu dans l'Île-de-France 151 000 personnes l'année 2019. La moitié des personnes que nous avons reçues, donc ça fait quand même un chiffre important,
nous a dit avoir des difficultés par rapport au logement. Et soit parce que les logements sont précaires, soit parce que les logements sont loin, éloignés des lieux de travail, soit parce qu'ils vivent tout simplement dans la rue, dans des caravanes, dans des voitures. Donc c'est énorme, c'est énorme. La question du transport se pose de la même façon. Petit recensement, on nous a dit que par rapport à 3 offres d'emploi, pour les gens que nous recevons, au moins une sur les 3 avait été refusée pour des raisons d'éloignement. Donc il y a un vrai obstacle. Alors on ne peut pas faire l'impasse sur l'alimentaire, hein, même si on aide et avec tous les moyens dont on dispose, mais l'alimentaire il est simple quelquefois, mais c'est pas ça la critique. Mais souvent il est industriel, il est bas de gamme souvent, et on est loin de l'accès au bio, au circuit court. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et l'environnement, si on parle d'urbanisme, c'est souvent un environnement low cost, peu de végétaux, voilà. Donc voilà, c'est ça la ville solidaire pour nous. Concrètement, elle s'appréhende comme ça. Alors, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour un environnement digne, c'est indissociable. Parce que, à l'inverse, là où il y a de fortes inégalités, là où il y a de grandes pauvretés, on a aussi une situation environnementale qui est catastrophique. Et je veux dire, les deux facteurs, pauvreté environnementale, pauvreté tout court, pauvreté sociale, ce sont deux éléments qui, en s'accumulant, en s'additionnant, en se soutenant mutuellement, entraînent une grande partie de la population dans une espèce de spirale de la misère qu'il faut rompre. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a bien conscience de la nécessité de lier absolument cette lutte, hein, contre la pauvreté et pour un environnement digne. Alors, qu'est-ce que peut faire une association comme le Secours populaire dans cette perspective? Alors d'abord, on intervient sur les conséquences des désastres liés au dérèglement climatique de tout genre et aux désordres environnementaux. On intervient dans l'urgence, on intervient en France d'abord, inondation dans l'Hérault, inondation en Seine-et-Marne, puisqu'on reste dans l'Île-de-France. On est là sur les conséquences, c'est-à-dire qu'on va aider les gens à sortir de cette difficulté, parce que leur maison, parce que ce qu'ils avaient, parce que tout a été anéanti. Donc on est là sur les conséquences. On n'est pas là uniquement sur les conséquences en France, on veille à être aussi présent dans l'urgence et puis dans le développement durable pour poursuivre l'effort, là où il y a aussi des événements du même ordre. Ça va des incendies en Australie, en passant par le raz-de-marée dans les Philippines, et Dieu sait aujourd'hui si on a malheureusement la nécessité d'être présent sur tous ces fronts. Alors pour ce faire, il faut quand même fixer des priorités. Et alors, le Secours populaire, qui a une longue tradition de soutien à l'enfance, de soutien aux jeunes, je pense que c'est aussi au travers d'eux qu'il faut agir. Alors c'est une démarche de petits pas. C'est une démarche de petits pas. Mais notre prochain festival des jeunes, qui va se tenir à la fin du mois d'octobre à Gif-sur-Yvette, sur le plateau de Saclay, on va réunir 300 jeunes de toute la France et un certain nombre de jeunes, s'ils peuvent franchir la frontière de différents pays européens. Le thème, ça sera le développement durable. Alors, il y a quand même un pas extraordinaire pour une association qui a 75 ans, pour qui la solidarité, la lutte pour une société plus juste et plus fraternelle a été principalement, s'est incarnée dans le soutien aux plus démunis, pour qu'aujourd'hui, on pose la question du développement durable. On a perdu notre président, qui était un homme qui était relativement connu. Après l'abbé Pierre, c'était un des derniers de cette génération, Julien Lauprette. Et on réfléchit actuellement à alors vous direz, c'est un peu anecdotique, c'est un côté peut-être un peu artificiel, je ne sais pas, à un prix. Écoutez, on est en train de réfléchir à un prix pour aider un projet de développement durable et solidaire. Durable et solidaire, développement durable et solidaire, on lit les deux termes et on tient à continuer à le faire.
Alors, politique des petits pas, vers les enfants, vers les jeunes, qu'on sensibilise au travers du mouvement Copains du Monde, ou au moment des journées des oubliés des vacances, que le Conseil régional nous aide à soutenir. C'était généralement, sauf cette année, où il n'était que 400, c'est généralement 5000 enfants, une journée à la mer, après le 15 août, parce que ce sont ceux qui n'ont pas pu partir, quand on n'est pas parti après le 15 août. Voilà, c'est la journée qui permet de fabriquer à la cour de récré, pour la rentrée, quelques bons souvenirs à ces enfants. Parce que la construction d'une ville, ou penser une ville nouvelle, sans penser que les jeunes et les enfants ont un rôle, et que c'est pour eux, c'est eux le futur, ça serait une grave erreur. Donc voilà, on est très engagé au travers du développement du mouvement des Copains du Monde, avec les villages Copains du Monde. On est très engagé pour que cette dimension environnementale soit une partie intégrante de nos actions de solidarité. On a même imaginé, donc, au sein d'un réseau européen d'action sociale, ESAN, dans lequel le Secours populaire, depuis 25 ans, est très actif. On a imaginé, il y a un an, de mettre en place une grande réunion européenne. Alors, une conférence des associations sur le thème pauvreté, inégalité, environnement. Alors, le sujet pauvreté-environnement, ça a été quelquefois déjà esquissé. À mon sens, pas suffisamment. Et moi, je suis là aujourd'hui ici pour dire qu'il faut absolument intégrer la dimension sociale, la question de la pauvreté, la question de la précarité. Il faut absolument l'articuler à nos luttes. Il faut qu'on lutte ensemble, et pour l'environnement, et contre la pauvreté. Et au travers de ce projet de conférence, on espère pouvoir réunir des associations, échanger sur les pratiques des uns des autres, interpeller les autorités européennes, les parlementaires, la Commission, le Comité économique et social. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc ça me semble une initiative, et pourquoi pas la tenir en Île-de-France? On est en partenariat avec le Comité économique et social européen, puisqu'on avait déjà fait un séminaire sur la pauvreté et la précarité des étudiants en Europe, déjà. Et je crois qu'il y aurait beaucoup à dire. Et question d'environnement, je suis sûr que là aussi, les choses ne doivent pas se passer comme il faudrait. Donc voilà, pourquoi pas imaginer une mobilisation des associations sur cette articulation. On a trop peu lié les deux sujets. On commence à le faire. Je pense que c'est important qu'on s'y tienne et qu'on avance dans cette direction. Alors pour tout cela, on a besoin de soutien, on a besoin de partenaires, on a besoin du soutien des collectivités, du Conseil régional de l'Île-de-France qui nous soutient dans beaucoup de nos initiatives. On a besoin d'un soutien matériel, financier, parce que c'est la limite finalement de notre capacité d'action. On a besoin que vous nous souteniez sur des formes à trouver. Il faut faire preuve d'imagination s'agissant du bénévolat, parce qu'on doit pouvoir faire mieux en ce qui concerne le bénévolat. Il faut nous conforter dans notre démarche de trouver de nouveaux bénévoles. Et là, le Covid nous en a amené des jeunes, heureusement, parce que les vieux menacés ont dû, pour certains, se replier. Mais on a besoin que vous nous aidiez. Et le bénévolat, je pense qu'il y a des réflexions à avoir pour que vous nous aidiez à en avoir plus. Nous souhaitons être une association responsable, non pas un simple prestataire de services, pas plus qu'une association de bienfaisance. Aujourd'hui, dans la société civile qui émerge, on doit considérer de la conclusion. On doit considérer les associations comme les nôtres comme des acteurs directs, des acteurs responsables, forts d'une expérience, et les considérer comme tels et travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Durand-Drouin. Et pour votre passion aussi, on est sur un panel rempli de personnes passionnées par la solidarité, les questions environnementales, aider les autres. Comme tous les panels, mais là particulièrement, on est assez touché par votre engagement. Je suis aussi très intéressé par le parcours et l'organisation que représente Abdelali El Badawi. Personnellement, je trouve ça très intéressant, ce que vous faites tous sur le panel, mais Banlieue Santé, une association œuvrant pour l'inclusion sociale et médicale dans les quartiers politiques de la ville et les zones rurales. Je trouve intéressant parce que vous êtes sur les deux territoires, ou au moins c'est explicite que vous souhaitez agir sur les deux territoires. Et vous avez aussi créé le Café des femmes,
qui est un lieu où les habitantes des quartiers défavorisés se retrouvent, s'entraident et participent à des activités diverses. J'ai aussi apprécié, juste avant de sortir là sur scène, vous m'avez dit, Henri, challengez-moi s'il vous plaît, j'ai envie que vous me perturbiez dans vos questions. Donc c'est sûr que je vais vous poser la question un peu générale, fracture sociale et environnementale, qu'est-ce que vous essayez de faire contre cela? Et je vais faire l'avocat du diable pour vous challenger, parce que je ne crois pas du tout à ce que je vais dire, mais ça sert à quoi de faire des petits pas avec un café, des femmes? Qu'est-ce que vous faites là, alors que les problèmes sont si monumentaux, la pauvreté, etc. C'est des grandes politiques publiques qui sont nécessaires quand même. Donc voilà, j'y crois pas du tout à ce que je fais, parce que j'adore ce que je dis, parce que j'adore les petits pas, mais pour le fait de vous challenger, allez-y, monsieur. Bonjour à tous. On vous entend. Vous m'entendez? Oui, juste mettez du volume et ça va être bon. Ben, déjà, challengez-moi, en fait, c'est ma déformation, puisque je suis ancien sportif de haut niveau en équipe de France. Et donc, moi, j'aime le challenge. Et, quel sport? Juste pour qu'on se rappelle le sport. Athlétisme, en fond et demi-fond. Et je pense que l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau, c'est toujours s'entraîner pour être meilleur. Et maintenant, je suis infirmier, donc... ma profession m'a amené aujourd'hui à être plus que solidaire et d'avoir une démarche sociale, humaine et une démarche de santé publique. Aujourd'hui, nous, banlieue santé, en fait, alors, pour faire une définition très simple et très claire, parce que souvent les gens me disent « mais pourquoi tu l'as appelé banlieue santé ?» Alors je vais rappeler juste une règle historique. Le mot banlieue, ça veut dire quoi? Ça veut dire les lieux bannis, la mise au ban. Et en fait, c'est toutes les personnes qui ont été mises au ban qui sont touchés par généralement la santé. Donc au temps des rois, on mettait les populations les plus fragilisées à l'extérieur du royaume. Et donc le mot banlieue a plus de définition et a plus d'approche par rapport aux personnes vivant en ruralité que les gens vivant au quartier. Donc ça, c'est une règle importante parce que généralement, on va penser que les banlieues sont des quartiers, alors que historiquement, non, c'est déjà la ruralité. Pourquoi la santé? Parce que déjà, tout simplement, pour définir qu'est-ce que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies, c'est d'abord, premièrement, un état d'esprit, c'est d'abord une meilleure santé psychologique, physique, sociale. C'est ça la santé. Et donc on part de là, et de cette base, on crée des dispositifs et des programmes en embarquant les habitants. Parce que souvent, nous qui avons cette déformation professionnelle de médecins, d'infirmiers, de dire que nous sommes les tout-sachants, et ce n'est pas vrai. Moi, j'estime que le tout-sachant, c'est d'abord le patient lui-même qui vit une inégalité sociale, une inégalité de santé. Je suis parti d'un constat simple, qui était moi-même. J'ai été patient, puisque je suis brûlé à 70%, et donc je sais ce que c'est que d'être dans un lit d'hôpital, d'être dans une chambre stérile, d'être greffé, de sentir la douleur. Et donc, je pense que la meilleure personne, la mieux placée, c'est le patient lui-même. Et pour arriver à embarquer les gens, c'est ce que je dis, moi, aux patients et à tous ceux qu'on accompagne, vous êtes les solutions de vos problèmes. Personne ne peut régler vos problèmes si ce n'est vous d'abord. Et donc, pendant la période Covid, on a écrit un plan de crise sanitaire parce qu'on voyait bien que la crise allait frapper durement les populations les plus précaires. D'ailleurs, le 93 l'a vécu de plein fouet, puisque plus de 130% de surmortalité. Et on savait que cette population allait être touchée plus que les autres. Et donc, on a décidé d'initier une action très rapide en mobilisant les acteurs, en mobilisant les associations. On a créé une application en 7 jours pour arriver à mobiliser et à faire de la coordination sanitaire dans les quartiers, parce que beaucoup de petites associations n'avaient pas les moyens pour agir alors qu'elles avaient envie d'agir. Et grâce à ça, on a réussi à toucher plus de 500 000 personnes en 3 mois et demi avec l'action des bénévoles dont la moyenne d'âge est de 27 ans. Plus de 5 000 personnes se sont engagées. Et ça, c'est un travail uniquement parce que dans les quartiers, dans les territoires les plus fragilisés, il y a cette fibre sociale et solidaire depuis des années. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut passer par la case du départ, c'est-à-dire que les habitants eux-mêmes sont capables de résoudre des problématiques d'environnement, de société, d'inégalité, parce qu'ils vivent eux-mêmes ces inégalités. Et donc, notre enjeu à nous, banlieue santé, c'est de continuer à écrire des programmes comme on le fait. On travaille énormément à résoudre des problématiques de santé publique, que ce soit le parcours Lunettes pour tous, où on accompagne des publics extrêmement fragilisés, qui sont les patients atteints de troubles mentaux.
parce qu'on le sait, pendant la crise sanitaire, les personnes atteintes de troubles psychiatriques ont été lourdement touchées, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Que ce soit les personnes âgées vivant dans les foyers de migrants, que ce soit les familles monoparentales. Et donc, aujourd'hui, la démarche de Banlieue Santé, elle est assez simple. C'est comment on résout des problèmes de santé publique en partant d'abord d'une problématique sociale et en embarquant les habitants, en embarquant le tissu associatif local. On crée une cartographie des dispositifs existants. On va parler aux différentes associations, organisations sur le terrain qui se mobilisent sur ces actions. Et nous, on arrive pour expliquer comment la santé peut être un vrai levier d'inclusion, puisque pour nous, on pense et on considère que la santé, c'est la turbine, le cœur du réacteur de notre système. Et puis, juste pour le rappeler, aujourd'hui en France, en 2020, il y a 10 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur en France. Et en fait, à un moment donné, il faut vraiment revenir à la base et se poser les réelles questions pour agir. Comment on arrive à changer l'économie, comment on arrive à changer l'environnement, comment on arrive à jouer sur le climat. C'est uniquement parce qu'il faut se poser les questions, d'aller d'abord parler à celles et ceux qui finalement vivent ces inégalités sociales pour arriver à tendre vers un changement. Et tout à l'heure, monsieur l'a dit tout à l'heure, effectivement, les entreprises ont un vrai travail et un vrai levier. J'en ai parlé avec Karine il y a un instant, et c'est vrai que ce soit Veolia ou d'autres grands groupes aujourd'hui puissent se mobiliser, donner des moyens pour réussir ce challenge, pour changer les choses de manière positive, et puis aussi embarquer les institutions comme la région, comme les départements, comme l'État. Et d'ailleurs, moi je peux le dire, jusqu'au 23 juillet, on n'a pas été financé, jamais touché un euro de quelconque institution publique. Parce qu'en fait, on s'est dit d'abord, on va résoudre des problèmes et après, on ira voir ces institutions. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, en France, cette crise a montré aussi que les institutions publiques doivent être encore au plus près des habitants. Et nous, d'ailleurs, Banlieue Santé, on se considère comme être le logisticien du dernier kilomètre de la santé publique, mais aussi le logisticien du dernier kilomètre de la politique publique, parce que nous sommes au plus près des habitants. Et ça, c'est notre travail depuis très longtemps. Et je pense que aussi notre travail, c'est de mettre en valeur et en lumière toutes ces petites associations extrêmement actives qu'on ne voit pas. Parce que nous, aujourd'hui, on a la possibilité d'être médiatisés. Les grandes associations sont médiatisées. On travaille énormément avec Emmaüs, avec les Secours populaires. Et nous, on a envie aussi que les petites associations qui font ce travail de dentelle, il faut arriver à leur donner plus de moyens pour que demain, s'il y a encore une pandémie ou une crise sociale, elles puissent réagir et agir encore mieux et plus concrètement auprès des habitants les plus fragiles. Merci. Merci à vous. Merci à vous, El Badawi. C'est une réactivité remarquable face à la crise sanitaire que vous avez eue pour venir en aide à ces associations locales. Vous avez mentionné aussi le rôle des entreprises. Vous êtes deux maintenant à l'avoir fait. Enfin, vous êtes tous, vous l'avez tous fait. Karine Kraus, vous connaissez bien les questions énergétiques, vous connaissez bien les questions climatiques en tant que directrice générale de Veolia Énergie France. Vous connaissez aussi très très bien les questions de solidarité. Vous êtes administratrice de l'association Prométhée qui œuvre pour l'égalité des chances à l'école en Seine-Saint-Denis. Aussi un parcours extrêmement riche. C'est un plaisir de vous avoir sur le panel. Qu'est-ce que vous inspire ces témoignages et votre vision sur le sujet ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je trouve nos débats passionnants parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. On voit qu'il y a un sujet de transformation écologique et en même temps, on se dit comment on va faire pour que ça soit inclusif et que ça soit au bénéfice de tous. Voilà, donc moi, je travaille chez Veolia et je pense que Veolia ou que j'ai été invitée à 2 titres. D'une part, on est le leader sur les métiers de la transformation écologique. Donc c'est vraiment notre fond de métier. On s'occupe de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Donc toute la journée, tous les salariés du groupe ne parlent que de transformation écologique. C'est vraiment notre fond de métier. Et puis surtout, on est dans un groupe où notre président est convaincu depuis très longtemps que les entreprises ont un rôle social à jouer, qu'on n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent, mais aussi pour essayer d'en faire bénéficier toutes nos parties prenantes, que les entreprises ont une raison d'être. Et on a été assez moteur, notamment tout ce qui a été les travaux législatifs, le rapport de Madame Nota, la loi Pacte. Et Veolia s'est doté d'une raison d'être dès 2019.
car on considère qu'une entreprise est prospère si elle est utile. C'est-à-dire qu'on prospérera, l'entreprise sera pérenne si elle arrive à prouver son utilité sociale, environnementale, écologique sur l'ensemble des plans. Et ça, c'est vraiment une conviction qui anime beaucoup de gens chez Veolia et qui fait qu'on est soudés autour de cet esprit sur la raison d'être des entreprises. On aime bien rappeler les différentes phases du capitalisme, en disant qu'au départ, on avait un capitalisme patrimonial au début du XXe siècle. C'est généralement des entrepreneurs qui créent leur entreprise, qui la dirigent. Donc ça, c'était la première phase. Quand ils ont laissé la main, ils ont passé la main aux managers. C'était quelques décennies plus tard qui ont géré les entreprises. Et puis, depuis les années 70, on parle de l'entreprise actionnariale. C'est l'école de Chicago dont on parle beaucoup. C'est Milton Friedman. C'est vraiment l'idée que l'entreprise appartient à ses actionnaires et qu'elle est là pour dégager le maximum de valeur actionnariale. Et depuis une dizaine d'années, notamment depuis la crise financière de 2008, on voit beaucoup plus arriver une dimension de performance plurielle de l'entreprise, de dire qu'évidemment une entreprise doit dégager des bénéfices, mais qu'elle doit aussi satisfaire toutes ses parties prenantes, les salariés, les clients, les sous-traitants, les fournisseurs, et qu'elle se doit d'être inclusive si elle veut rester pérenne. Voilà. Donc ça, c'est notre conviction. C'est vraiment quelque chose qui nous anime. La question, c'est comment on le met en pratique. Voilà, et c'est là où on commence chez nous à avoir quelques cas concrets pour montrer qu'on peut avoir une entreprise qui soit inclusive et une transformation écologique qui soit inclusive. Parce qu'en effet, le sujet, c'est de ne pas laisser des gens à côté et que la transformation écologique profite à certains et pas à tous. Donc en matière d'inclusion sur la transformation écologique, le premier sujet, évidemment, naturellement, c'est l'emploi. Donc ça, nous, on est mobilisés sur deux sujets. Le premier, c'est l'insertion. Donc généralement, quand on gagne un contrat, une délégation de service public avec une collectivité locale, on a une clause d'insertion qui est assez forte. Et on est, par exemple, à Lyon, on est le premier employeur privé en matière d'insertion sociale. C'est le groupe Veolia qui emploie le plus de gens au titre de l'insertion. On fait aussi beaucoup de choses de manière volontaire, en dehors des clauses, évidemment, qu'on nous impose. On en parlait avec mon voisin. On finance, par exemple, Lulu dans ma rue, qui est une conciergerie sociale que les Parisiens doivent connaître, qui est une conciergerie qui emploie des personnes en phase d'insertion et qui a un succès assez important, qui avait d'ailleurs été fondé par le fondateur d'Emmaüs Défi. Donc voilà, c'est lui qui en avait eu l'idée. Et nous, on a été un modeste financeur, mais en tout cas, on fait de l'insertion. On fait surtout beaucoup d'alternance et d'apprentissage. Puisque les chiffres montrent que 70% des gens qui font un apprentissage trouvent un job dans les 6 mois après l'apprentissage. Donc c'est vraiment un levier d'accession à l'emploi. Et nous, on s'est dit que si on veut faire de la transformation écologique, il faut avoir aussi les métiers de l'environnement, il faut former les gens aux métiers de l'environnement. Donc on le fait depuis assez longtemps, on le fait depuis 20 ans. On a 5 campus en France, on a ça aussi dans d'autres pays du monde, où on forme des jeunes à tous les métiers de l'environnement, donc sur nos métiers, eau, énergie, déchets, et surtout les métiers transverses aussi de qualité liés à l'environnement, de certification. Et donc on forme beaucoup d'alternants et d'apprentis et on vient de s'engager à former 2500 alternants désormais par an d'ici à 3 ans pour que ce soit vraiment assez massif en France. Donc le premier volet où on peut être inclusif, c'est d'essayer de créer des emplois. C'est aussi d'avoir une relation avec nos clients où on prend en compte les clients les plus vulnérables, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc en France, par exemple, comme on est à Saint-Ouen, on a un contrat qui nous lie avec toute une série de communes en Île-de-France, qui est le contrat du VEDIF, et on a 1% des recettes qu'on consacre à justement de la lutte contre la précarité énergétique. Là aussi, c'est toujours en lien avec des acteurs de l'insertion, des acteurs spécialisés qui savent faire ça beaucoup mieux que nous. Donc là, on fait ça par exemple avec Logicité, qui est un établissement de la Croix-Rouge Insertion. Et donc, on consacre pas mal de temps et de moyens à aller voir des familles en difficulté pour essayer de leur faire comprendre leur consommation, leurs factures, et puis essayer de donner des astuces pour réduire aussi la consommation d'eau, d'énergie. Voilà, donc on fait aussi des actions vis-à-vis de nos clients les plus vulnérables. On en fait aussi beaucoup qui sont parfois plus voyantes ou médiatisées à l'étranger. Donc il y a Mohamed Younous qui va être le grand témoin dans quelques minutes. On a fait un partenariat avec lui il y a une dizaine d'années au Bangladesh. Ça s'appelle la Grameen Veolia Water. Et donc on finance l'accès à l'eau potable à 8000 personnes au Bangladesh parce que l'eau est assez contaminée par l'arsenic. Et donc c'est un modèle qui réplique exactement ce dont Mohamed Younous va vous parler, tous ces principes du no loss, no dividende, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de pertes, mais on ne fait pas de dividendes ni de rémunération non plus de ceux qui financent. Donc voilà, ça c'est nos principaux sujets. On fait aussi vis-à-vis de nos sous-traitants et de nos fournisseurs, parce que ça aussi c'est important quand on est une grande entreprise de ne pas laisser de côté ses sous-traitants et ses fournisseurs. On adhère par exemple à Pacte PME, qui est une association qui essaye de faire en sorte qu'un peu comme en Allemagne, les grandes entreprises emmènent leurs PME derrière elles et ne les laissent pas de côté au bord de la route.
Et puis on fait évidemment des actions en faveur des territoires, on fait beaucoup d'innovation, soit en interne chez nous, parce qu'on a aussi des gens qui font de l'innovation, soit en partenariat avec des gens extérieurs. Donc par exemple, chez nous, on a une action qui s'appelle Pop-Up, qui est un incubateur social, où on fait beaucoup d'incubation sociale. On a créé ça en 2014. On a eu 200 entrepreneurs sociaux qu'on a financés. Voilà, donc ça, on est très fiers. C'est en effet des petits pas, parce qu'à chaque fois, c'est des projets très spécifiques, très locaux, mais ça fait quand même 200 personnes accompagnées. Ou alors, on finance des incubateurs. Voilà, en région parisienne, on finance par exemple celui de l'ESSEC, qui s'appelle Entropia, et là aussi, on finance des projets de l'ESSEC. Donc voilà, pour vous dire que les entreprises, nous, on est convaincus qu'elles ont un rôle à jouer, si on ne veut pas laisser les gens de côté. Alors évidemment, c'est à l'échelle des moyens d'une entreprise, c'est toujours en effet en fonction de ce qu'on peut faire, mais il y a un vrai rôle à jouer, et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger, et tout ça doit être partenarial, sinon on n'y arrivera jamais tout seul, chacun dans son coin. Merci Karine Kraus. Merci, on peut l'applaudir. Alors,